Merci Pascal. Donc, vous avez le programme en main, hein, il est ici dans le petit dossier qui vous a été remis. Il y a quelques noms qui diffèrent, notamment sur l'introduction, comme vient de le préciser Pascal Francisco. Donc, je vais pas perdre de temps pour revenir sur le programme. Simplement, quelques mots pour vous dire que ce programme a été construit de manière à entrer petit à petit dans le sujet, en allant du théorique. Et on va écouter dans un instant Chris Younes, philosophe et psychosociologue, qui va ouvrir le bal de notre réflexion, en allant du théorique donc au très pratique, puisque nous finirons la journée avec 2 projets qui seront présentés cet après-midi. Vous aurez bien sûr largement l'occasion de poser des questions, de faire des observations ou même de témoigner de votre rapport à l'urbanisme circulaire, en tout cas à cette notion qu'il faut encore définir et très concrètement dans les projets. Après chaque intervention quasiment, hein, il y a un temps de parole qui a été dégagé pour vous permettre justement de réagir. Voilà, notez vos idées, notez vos questions. Il n'y a pas de questions sottes, hein, surtout pas, bien au contraire. Hein, toutes les remarques, toutes les questions font avancer les choses. Voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre la parole, même si on n'est pas forcément enclin à le faire naturellement. Donc on va commencer avec Chris Younes, je le disais un instant. Elle ne peut pas être là physiquement avec nous aujourd'hui, mais par la magie d'Internet et par le savoir-faire de haut vol de cette équipe de techniciens du phare, elle va être avec nous tout à l'heure. Ils vont jongler avec les présentations. Ils ont un vrai gros travail, parce qu'il y a plein de présentations. Donc je vais tout de suite passer la parole à Chris Younes. Chris Younes, tu es là ? Oui. Tu es là. Bonjour Chris, je vais te présenter très rapidement. Je le rappelais, tu es psychosociologue, tu es docteur habilité à diriger des recherches en philosophie, tu es professeur à l'école spéciale d'architecture, tu as fondé le GERFO, le groupe de recherche philosophie, architecture, urbain. Tu es présidente du conseil scientifique du réseau PhiLAO, le réseau scientifique thématique philosophie, architecture et urbain, entre les écoles d'architecture et les universités européennes. C'est un réseau qui a été créé en 84, si ma mémoire est bonne. Tu as publié de très nombreux ouvrages. Alors, il n'est pas ici question pour moi de tous les rappeler, mais je voudrais juste noter parmi les derniers qui se rapprochent le plus, qui sont au cœur même de notre thématique aujourd'hui, cette trilogie, Recycler l'urbain pour une écologie des milieux habités. En 2014, c'était aux éditions Métis Presse, suivi 2 ans après de Ressources urbaines latentes pour un renouveau écologique des territoires. Et enfin, le dernier de la trilogie, Synergie urbaine, dernier livre donc, de ce triptyque, toujours chez Métis Presse, une très belle édition par ailleurs, livre dans lequel, alors ce sont des livres avec de différentes contributions, hein, mais livre dans lequel est théorisé le faire avec. Hein, le faire avec, c'est le titre de ce séminaire. Le faire avec, donc un concept dans lequel, je cite, le collectif ou le local sont érigés au centre d'une écosophie régénératrice des milieux habités. Donc c'est dire, cher Chris, si tu as ta place aujourd'hui, ah mais tu es derrière moi, je ne te voyais pas, voilà, ça va mieux. Si tu as ta place aujourd'hui parmi nous pour cadrer et ouvrir l'horizon de ce séminaire, donc je te souhaite tout de suite la parole pour une grosse vingtaine de minutes, afin de laisser du temps à un échange avec la salle, auquel même ceux qui n'ont pas eu la moyenne au bac en philo sont vraiment invités à participer, je le répète. Merci beaucoup, c'est à toi Chris. Merci Cyril, et merci pour votre invitation. Désolée de ne pas pouvoir me retrouver avec vous dans cette belle abbaye à Saintes, une ville que j'aime aussi personnellement beaucoup, mais je ne pouvais absolument pas me libérer toute la journée. Oui, le thème justement sur cette question de durée de l'urbanisme circulaire, et je vous propose d'y réfléchir aussi en mettant finalement en passant par trois points plus particulièrement, et qui me semblent être complètement aujourd'hui dans la réinterrogation, la réinvention finalement de faire ville, de faire urbanisme. Et je pense que l'urbanisme circulaire s'inscrit dans ce grand mouvement où on essaie de réinventer des moyens de traiter les problèmes que rencontrent les villes. Donc ça s'inscrit dans une volonté d'adaptabilité,
pour rendre la ville habitable, pour poser la question d'être bien, pour poser aussi, pour prendre au sérieux la vulnérabilité des villes et les nouveaux enjeux qui la traversent. Donc je pense que le défi est extrêmement vaste. Alors le premier point se porterait sur le fait que aujourd'hui on prend acte, et c'est quelque chose qui est finalement là depuis, je pense, la nuit des temps. Mais je dirais que la science aujourd'hui nous amène à penser les villes comme des systèmes extrêmement complexes, des systèmes holistiques où en fait tout est lié, et où leur fonctionnement va dépendre des modes de vie, de tout ce qui va concerner finalement l'économique, le social, l'environnemental, le culturel, mais devant prendre avec cette question justement de l'environnemental la prise au sérieux de tous les fonctionnements des flux, des matières, des énergies, de telle sorte que ce qui allait de soi à une époque, à savoir construire et construire encore, démolir et reconstruire, ne va plus de soi et est largement interrogé en se demandant, mais finalement, est-ce que il ne faudrait pas, est-ce qu'il ne faut pas s'inventer de nouvelles boussoles? Et donc, je pense que, enfin, pour moi, l'urbanisme circulaire participe de tout ce travail qui se fait aujourd'hui autour d'essayer de trouver de nouvelles manières de faire, moins toxiques pour les milieux de vie, plus aussi prenant en compte les sols, prenant en compte la qualité de l'air, prenant en compte finalement toutes les conditions qui sont absolument nécessaires pour les êtres vivants que sont les urbains. Alors, il me semble qu'il est intéressant aussi de voir que cette idée qu'on fait partie d'un tout vivant, qu'on est dans un système complexe, holistique, comme l'a souligné Edgar Morin, et qui est largement repris aujourd'hui, je pense, dans toutes les approches écosystémiques des questions urbaines, et pas que urbaines d'ailleurs, des questions en général humaines. Ça nous amène à voir que nous nous inscrivons dans une histoire de transformation des villes et de récit des villes d'une très grande ampleur. La première, elle concerne justement ce grand récit qui est venu autour de l'écologie à partir finalement du milieu du 19e siècle, avec la mise en évidence que nous sommes pris dans un système de développement du vivant où l'adaptabilité est fondamentale. C'est donc le cas, c'était évidemment Darwin, Lamarck, qui ont beaucoup travaillé là-dessus, qui nous ont complètement repris, qui sont aussi largement repris aujourd'hui par tous les travaux, notamment territorialistes. Et je pense à McNaghy notamment, qui justement va mettre en évidence que il s'agit toujours de penser les coévolutions, c'est-à-dire que les choses évoluent ensemble, et le fait de penser ce qui va avec, le faire avec, et toutes les formes de vie est absolument central. On sait que c'était aussi une très grande, enfin, je ne vais pas reprendre tous ceux qui sont dans cette dimension, mais elles sont en tout cas tout à fait déterminantes. La deuxième couche, on peut dire, qui travaille la ville, qui travaille la manière de faire la ville, de faire avec, c'est tout ce mouvement autour du développement durable, qui est un mouvement non seulement européen, mais absolument international, et qui nous amène justement à reposer cette question, mais oui, il y a l'économique, il y a le social, l'environnemental, il y a le culturel, donc il faut à tout prix que l'on retravaille sur cette idée qu'il y a la vie qui est en jeu, ça doit être viable. Je pense que l'urbanisme circulaire, évidemment, mobilise cette dimension-là, mais ça doit être vivable au sens que c'est habitable, c'est pour des humains et pas simplement pour des vivants. Et puis ça doit être équitable, c'est-à-dire que ça doit être un peu la ville pour tous, dont on sait que c'est le grand programme de l'Union internationale des architectes, un appel à recherche, et comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit pour tout le monde, que ça soit pas simplement une ville de privilégiés, mais une ville qui va garder cette capacité d'accueil pour tous les âges et toutes les richesses aussi, d'une certaine manière. Donc ça me paraît absolument central. Après, le troisième récit,
dont on parle beaucoup, c'est celui de l'Anthropocène. On a suivi, je pense, on a tous suivi l'actualité avec la disparition de Bruno Latour, qui était un scientifique, anthropologue, philosophe, mais extrêmement engagé dans la question de repenser à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire à l'ère où l'impact des actions humaines sont fondamentales, de telle sorte qu'elles peuvent menacer la capacité, finalement, pour les humains de continuer à vivre et de transmettre des villes, on pourrait dire, en bonne santé. Donc, cette question de l'Anthropocène, elle est importante parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, parmi les grands chantiers des villes, et on le voit très bien dans les concours, on va travailler quel est l'impact d'un projet. Quel est son impact? Donc, c'est pas quelque chose de très nouveau parce qu'on en parlait vraiment, mais maintenant, on va essayer de mesurer l'impact. Et donc, on va le voir, l'impact à tous les niveaux, mais notamment au niveau du sol et de la fertilité des sols, au niveau de la qualité de l'air, au niveau de l'émission de carbone. Donc, on voit que ces paramètres qui aujourd'hui sont quelque part le pain quotidien de tous ceux qui fabriquent la ville et fabriquent les territoires, elle vient en première ligne et elle est quelque chose d'absolument essentiel et elle s'adresse, on peut dire, à toutes les cultures, à tous les pays, à tous les continents, à toutes les villes. Donc, c'est un en commun qui va évidemment être décliné différemment au cas par cas, puisque c'est la grande question. Alors, le deuxième point qui sera peut-être un peu plus, je vais essayer d'être extrêmement synthétique, hein, puisque être à distance, je sais que c'est extrêmement pénible et je m'en excuse pour vous de devoir me suivre sur un écran. Et j'en suis d'ailleurs moi-même la première victime. C'est cette deuxième thème, c'est tout ce qui touche en fait cette idée que et si on était sur si on repartait la façon de faire la ville à partir de la vulnérabilité, à partir du mal-être dont on se plaignent un très très grand nombre d'urbains et de citadins. Et si on repartait de cette vulnérabilité, de cette souffrance, de ce mal-être, pour finalement repenser, refabriquer des villes qui vont nous faire, qui feront du bien en fait, et où on sera bien. Donc je sais que ça a été les colloques autour d'urbanisme, les rencontres, des clubs des aménagements. Enfin, cette préoccupation est constante, elle est permanente. Et je trouve elle est explorée par beaucoup de pistes. Je pense qu'il y a eu tous ceux qui sont autour, par exemple, d'un urbanisme révélateur. Je pense à, par exemple, Françoise Fromonneau qui travaille beaucoup sur comment est-ce qu'on peut être un urbanisme de révélation, au sens qu'on va révéler les milieux, on va révéler les lieux, parce qu'on ne savait pas voir. Donc, je pense que c'est très intéressant. Et je trouve que c'est intéressant de se dire en quoi l'urbanisme circulaire est un urbanisme aussi révélateur. Il y a tous les courants autour du slow urbanisme. Donc, on parle toujours du slow urbanisme, donc on pourrait évidemment, mais un urbanisme qui va permettre finalement de redonner de la place au temps. Au temps des déplacements, au temps de la vie de la ville, au temps des proximités. Donc, c'est comment, c'est un peu des questions, et les philosophes posent toujours des questions, c'est comment cet urbanisme circulaire nous amène à repenser finalement cette question du temps et de redonner du temps au temps long, et pas simplement à la rapidité. C'est un peu tout ce mouvement du chrono-urbanisme. Le slow urbanisme en est une facette qui est en cause et que je trouve très présente dans l'urbanisme circulaire dans la mesure où il y a évidemment cette intensification des usages et la possibilité de faire avec le temps des jours, des saisons et finalement d'une ville. Il y a aussi tout ce qui est le new urbanisme, qui quelque part se trouve convoqué et qui interroge aussi l'urbanisme circulaire, parce qu'il me semble que la question du new urbanisme est très très marquée par la marchabilité. Et c'est donc comment justement cette ville où on marche à pied, où on va redonner de la place aux piétons, aux mobilités qu'on appelait douces, maintenant on parle tout de mobilité active, sont prises en compte pour redonner cette capacité finalement à la ville
de, de la partager, de pouvoir la partager, de lui donner une vraie vie urbaine, d'être qu'on soit dans la vie urbaine. Donc tout cela montre bien que je pense que les questions qui sont posées, en tout cas que j'ai trouvées dans cette journée, on le voit dans les titres des interventions et aussi de tout ce qui est présent, on voit à quel point ce chantier finalement du durable, de durer, de traverser le temps, de faire avec, pour soutenir en fait la ville, se trouve convoqué dans la question de l'urbanisme circulaire, qui et comme c'est souligné dans le texte, justement dans le manifeste, est quelque part en écho, en résonance avec l'économie circulaire, dans le sens de chercher un processus qui n'est pas linéaire, euh, puisque le linéaire, donc c'était très présent effectivement, par exemple dans le travail que nous avons mené sur Recycler l'urbain, ce collectif, où il ne s'agit pas simplement d'extraire, de fabriquer, de consommer, de jeter, et donc de s'inscrire dans un système d'obsolescence en fait de l'urbain, comme il y a une obsolescence des produits, mais au contraire de s'inscrire dans un cycle qui est celui des cycles de la vie, parce qu'en fait, les cycles de la vie des matériaux, les cycles de la vie des, on peut dire des lieux, des cycles de la vie en toutes choses, en fait, à toutes les échelles. Et donc, j'en arrive à mon dernier point, et j'espère que je suis dans les délais. Je compte sur Cyril pour me faire signe s'il y a, si je dois déjà m'arrêter ou si j'ai encore Tu as le temps, tu as le temps, Chris. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, vous voyez, au fond, c'était un peu comment est-ce qu'on arrive à un meilleur bouclage des choses, où la question des flux, du foncier et des modes de vie sont complètement présents, mais aussi des espérances. Vous voyez, c'est un peu pour ça que je montrais un peu toute l'espèce de, voyez, de fabrique autour de l'urbain, où les mots, il y a beaucoup de mots, d'orientation qui se mettent en place pour essayer de trouver finalement le bon dosage entre tout ça, et aussi de trouver des outils de travail, parce que c'est ce qui est très intéressant, évidemment, dans ce qui est apporté avec l'urbanisme circulaire, c'est aussi de voir qu'il y a des outils, il y a des possibilités qui peuvent peut-être réunir des points de vue qui peuvent être très divers sur la question et la manière de faire la vie. Et donc, j'en arrive à ma dernière interrogation avec vous, c'est que il me semble, et c'est pour ça que j'évoquais à côté de l'urbanisme circulaire, vous voyez, d'autres appellations qui sont extrêmement présentes, c'est le défi que nous avons, nous chercheurs, qui sommes sur les villes, mais aussi, je pense que le défi, lorsqu'on est dans du projet, moi personnellement, il m'arrive de participer à des équipes de projet, c'est toujours de faire tenir ensemble, en fait, l'idéal, c'est-à-dire une idée, vous voyez, avec le contextuel et le processuel. C'est-à-dire que il y a toujours de l'idée quand on fait un projet, il y a toujours de l'idée quand on transforme la ville, donc quelque chose d'idéal, mais c'est toujours contextuel, c'est pas la tabula rasa, c'est au cas par cas, il y a une forte diversité, et c'est toujours processuel, c'est-à-dire c'est toujours en devenir. Et donc, il y a quelque chose, l'enjeu, il n'est pas normatif. Voilà ce que je voulais dire, c'est que on voit bien que, et pour participer moi-même à certains ministères, à certains groupes de travail sur la question de fabriquer des normes, entre guillemets, mais des normes qui seraient porteuses et pas enfermantes, on voit bien la difficulté, finalement, de garder, de travailler avec les normes, mais en même temps, de voir comment est-ce on va pouvoir travailler. Ce qui, pour moi, est en jeu, c'est comment est-ce qu'on va bifurquer, c'est-à-dire faire autrement, faire mieux pour ne pas épuiser les sols, pour ne pas épuiser les citadins. J'aime bien mettre en même temps non seulement la biodiversité, mais aussi le citadin lui-même qui habite la ville. Et je trouve que l'enjeu, il est profondément, c'est une question, et j'aimerais beaucoup qu'on puisse en discuter, s'il y a un petit moment de discussion, autour de dans quelle mesure, justement, on peut être régénérateur. Comment régénérer? Comment régénérer nos imaginaires, nos manières de faire et nos imaginaires? Et comment est-ce qu'on va aussi donner toute la place à la participation? Parce que il me semble que
nous avons besoin de normes, nous avons besoin de principes, d'actions, nous avons besoin de technologies, de savoir-faire, mais nous avons aussi profondément besoin en partant du déjà là, de travailler avec toutes les parties prenantes. Donc, c'est un grand challenge, c'est très difficile. Je pense que beaucoup de méthodes tâtonnent aussi, et il y en a beaucoup qui sont performantes pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire finalement la ville sur la ville avec toutes les parties prenantes de la ville, mais aussi, comme le dit par exemple Bernard Reichen, faire la nature sur la ville. C'est-à-dire que il y a toute cette idée de comment est-ce qu'on va faire avec ville et nature, sachant que on va à l'encontre de toutes les dualismes qui ont fait beaucoup de mal en fait à beaucoup de manières de faire la ville. Donc on hérite aussi de manières de faire qui des fois ont été ont contribué à faire du mal quelque part, a eu un impact en tout cas qui pouvait être toxique. Donc il y a quelque chose, vous voyez, où il faut refaire. Et tout à l'heure, la journée démarrait avec l'attachement à Sainte. C'est l'attachement qu'on a à des lieux qu'on habite. Et donc, qui est vraiment partie prenante de de la manière de faire la ville. Je pense que si on n'arrive pas à combattre tout ce qui est binaire, et il me semble que justement l'urbanisme circulaire essaie de combattre à sa façon les dualismes qui sont le dualisme nature-culture qui n'est plus d'actualité. Hein, on est dans un même élan naturo-culturel, naturo-artefactuel, mais je pense que pour moi, il est fondamental que l'on arrive à avoir une acceptabilité citoyenne et donc qu'on ait une attention collective aux choses et qu'on essaie au maximum d'élargir, le faire avec, parce que pour avoir cette réappropriation citoyenne. Parce que nous pouvons constater, quand on est par exemple chercheur, que combien de recherches ne servent finalement pas du tout à la pratique. Parce que s'il n'y a pas une réappropriation collective et citoyenne, eh bien finalement, les projets ne pourront pas être régénérateurs parce qu'on ne pourra pas finalement, si en partant aussi de ce qui nous attache à des lieux, à des histoires de vie, à des histoires, à des longues histoires, que l'on pourra finalement réinventer la manière de faire la ville. En tout cas, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que tout l'intérêt que l'on a aujourd'hui sur les situations, sur les expérimentations, et je sais qu'à Saintes, il y avait une magnifique expérimentation justement de quartiers justement qui partait du déjà là, comment transformer à partir du quartier les choses de telle sorte qu'elles vont revivre, elles n'auront pas été détruites pour revivre, mais elles auront été régénérées. Et donc, cette opération d'Europan qui a été largement diffusée, elle était complètement dans cet état d'esprit. Comment est-ce qu'on va partir de l'existant, faire avec l'existant, comment on va faire ensemble pour finalement faire le mieux possible. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Merci beaucoup, Chris, pour cette ouverture de notre réflexion et des débats. On a quelques minutes pour avoir un échange avec nos amis présents dans la salle. Allez, qui va commencer? Une main se lève. D'habitude, je désigne, mais là, c'est bien. Très bien. Vous vous présentez, s'il vous plaît, votre nom ou prénom et fonction, pour comprendre un petit peu dans quel champ vous intervenez. Bonjour, Benoît Bourgeois, je suis architecte. Ma question, c'était par rapport à la logique circulaire donc de l'urbanisme. Aujourd'hui, la ville, c'est pour moi une anomalie dans l'écosystème naturel. Et est-ce que la recherche de l'urbanisme circulaire, c'est pas retrouver une certaine autonomie des villes, que ce soit au niveau énergétique, alimentaire et même matériaux, c'est-à-dire réutiliser ce qui est sur place? Merci. Voilà. En tout cas, ce qui me paraît vraiment fondamental dans tout ce qui se
travail autour de l'économie circulaire, c'est effectivement de retrouver des capacités dans un autodéveloppement situé, en fait. Et je trouve que cette préoccupation de retravailler en termes d'écosystèmes, mais des écosystèmes qui sont vivants, mais au sens aussi bien naturel-culturel, vous voyez, c'est à mon avis tout à fait le grand enjeu. Et et je trouve que tout ce qui est sur l'urbanisme circulaire, je ne veux pas trop m'exprimer parce que je sais qu'il va y avoir le porteur de cette réflexion qui va justement le faire. Mais en tout cas, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans cette quête, dans cette recherche qui était menée aussi avec l'économie circulaire, comme vous le soulignez, de partir des situations territorialisées et donc de retravailler justement tout cet entrelacement de l'espace et du temps, des échelles d'espace et du temps, mais de telle sorte que cela va s'inventer sur place, sans qu'on détermine clairement les frontières de ce sur place. Vous voyez, c'est ça la grosse difficulté de toutes ces questions, parce que ce qui marche très bien dans la question du circulaire, du point de vue conceptuel, je parle, c'est le fait qu'on rentre dans les cycles de vie. Et que l'on constate évidemment et toute la science met en évidence les cycles de vie, les cycles des matériaux, vous voyez, tous ces cycles dont nous dépendons totalement et dont on n'a pas assez pris en compte dans beaucoup de cas dès qu'on a eu une puissance, dont prenait en compte, je pense, profondément les cultures vernaculaires, parce qu'elles n'avaient pas le choix pour faire autrement. Je pense qu'une certaine capacité technique nous a fait oublier un peu tous ces cycles, qui sont les cycles du soleil, vous voyez, les cycles des saisons, les cycles de la vie, en fait. Les cycles aussi de ce que ça veut dire d'être, je sais pas, omnivore ou bien d'être herbivore, enfin, oui, qui sont des cycles, en fait, plus grands que ce que fabrique l'humain. Et je pense que c'est d'essayer de faire avec la rencontre justement de ces forces en fait dont nous sommes issus, dont nous sommes le produit, et de faire avec cela et non pas contre et non pas en opposition, me semble être la grande espérance, la grande révolution en face de toutes les difficultés qui nous assaillent. Qui sont évidemment climatiques, qui sont celles de la perte de la biodiversité, mais aussi des énormes inégalités. Toutes ces difficultés, je pense que cette pensée du temps et donc de ménager, de prendre soin, me paraît être absolument formidable. L'idée de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va prendre soin, quel est l'impact et comment on travaille avec les cycles des choses. Il y avait aussi dans la question de Benoît, me semble-t-il, aussi il interrogeait la question de la forme urbaine même de cet établissement humain qu'est la ville. Hein, la ville, il le disait, qui est une forme. Quel était votre mot une anomalie. Alors une anomalie, on peut retrouver tout ce que peut par ailleurs écrire Paco sur la ville et sa préférence pour d'autres formes d'établissement humain. Est-ce que la ville est une anomalie en soi, au-delà de capacité à être circulaire sur tous les aspects que tu as développés? Non, pour moi, la ville est une très grande invention humaine, une merveilleuse invention humaine qui a été aussi inventée. Elle était d'ailleurs associée à l'idée que la ville pouvait être le lieu de la liberté, par exemple au Moyen-Âge, pour être un refuge aussi. L'air de la ville rend libre. Là, voilà, l'air de la ville rend libre. Hein, Par contre, on peut dire que l'évolution de la ville, elle devient catastrophique. Parce qu'elle devient inégale, elle devient toxique, enfin dans beaucoup de cas. Donc c'est contre ça que je pense que tout ce mouvement autour de comment mieux faire la ville se développe. Et cette alliance, ces nouvelles alliances qui sont recherchées, me semblent importantes. Moi, par contre, je trouve que ce qui est et il est clair qu'aujourd'hui, on sait on se réinterroge sur quelle est la bonne installation humaine, en fait. Quelle est la bonne forme de l'établissement humain? Quelle est la bonne taille de l'établissement? Il y a beaucoup de questions qui sont levées. Évidemment, je pense que personne ne peut répondre, mais on voit aujourd'hui, par exemple, en France, à une époque, on était presque sur le tout métropole. Aujourd'hui, on est sur le fait qu'il y a les métropoles, mais il y a aussi tous les autres territoires.
qui sont absolument indispensables, et tous les programmes et tous les développements et toutes les inventions qui se font dans les territoires, dans les petites, moyennes villes, dans les territoires qu'on appelle ruraux, etc. On voit évidemment qu'on a besoin de toutes ces formes d'installation humaine pour essayer de faire, de cohabiter et habiter, de retrouver des possibilités d'habitabilité de la Terre. Je pense que c'est vraiment une période extrêmement, en même temps qu'on est très inquiet parce qu'il y a tous les effondrismes dont on entend parler, je pense qu'aujourd'hui on est aussi dans une espèce devant les difficultés qui sont maintenant évidentes. Comment les villes vont se rafraîchir, comment les villes vont s'apaiser, comment les villes vont finalement être hospitalières, etc., etc. Toutes ces questions-là, comment est-ce qu'on va être bien? J'ai trouvé formidable de voir à quel point les urbains se reposaient la question d'être bien, qui sont des questions parfaitement philosophiques, mais qui relèvent ces questions de la santé. Et je pense que ce que ça veut dire des villes en santé, ça veut dire des établissements en santé, et je pense que c'est ces questions-là qui sont en jeu lorsqu'on interroge des manières de faire la ville. Et donc, c'est pas la ville en tant que telle qui est problème, mais c'est certaines formes de manières de faire la ville qui sont devenues effectivement mortifères, toxiques. Donc, c'est plutôt ça qui est en jeu. C'est pas jeter, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Alors, gardons l'eau du bain, on pourra toujours la recycler. Une autre question? Ce qui m'ennuie, c'est que devant Madame Chaleur. Alors, vous vous présentez, enfin, je vous ai partiellement présenté, mais tout le monde ne vous connaît pas. Merci. Isabelle Chalère, donc directrice adjointe de la direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime. Moi, je voulais rebondir sur vos derniers propos à propos de la nécessité, que je partage totalement, d'associer toutes les parties prenantes et notamment de l'appropriation citoyenne. Cet objectif, il me semble essentiel. Pour autant, il n'est pas si facile que ça à atteindre. Oui. Et je pense que de nombreux élus se heurtent à cette question, enfin, d'élus ou de porteurs de projets d'une manière générale, avec pour les élus en plus une inquiétude quelque part de déplaire à leurs administrés derrière dans la façon dont ils vont faire la ville. Et donc, or on sait que dans cette tendance actuelle, enfin, qu'on reconnaît très d'individualisme qui est quand même assez marqué, on peut le dire depuis un certain nombre d'années, et qui ne va pas en s'arrangeant, je crois. Comment justement mobiliser cette participation citoyenne et cette appropriation? Parce que beaucoup essayent des concertations et on voit bien que ça ne fonctionne pas ou très difficilement. Voilà, donc est-ce que vous avez des idées de ce qui pourrait être initié pour les uns et les autres, pour essayer effectivement d'avoir une meilleure appropriation citoyenne? Merci pour votre question, Madame Chaleur. Merci beaucoup pour participation citoyenne. Oui, merci. Je partage votre diagnostic, c'est-à-dire que je pense que c'est indispensable et que on a beaucoup de mal à le faire de façon, on a beaucoup de mal à le faire en fait, et que c'est un. Par contre, moi, je constate que c'est au cas par cas. Je crois que c'est en train quand même de se développer. On est beaucoup moins sur de la participation, et à une époque qui était sur le fait qu'on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils veulent de façon extrêmement floue en fait, et qui finalement mécontentait tout le monde à la fin parce qu'on pouvait pas atteindre son désir. Je trouve qu'il est très intéressant en situation, de faire partager les difficultés à résoudre. C'est-à-dire que je pense que la recherche de sens, on en entend parler beaucoup aujourd'hui dans les médias, etc. Moi, je la constate avec mes étudiants, mais pas que avec les étudiants, je la constate partout dans le travail que je peux faire. Il y a vraiment, c'est pas la philosophie qui porte la question du sens. Par exemple, nous en philosophie, évidemment, on l'a toujours quelque part porté cette question, mais d'une certaine manière, on n'oserait pas la poser comme ça parce qu'on se dirait c'est trop philo. Mais en fait, c'est finalement partout où je suis amenée à travailler, je constate que la seule chose qui va le commun, c'est qu'est-ce qu'on a en commun, quel sens commun on peut avoir. Et je trouve que si on se colle pas à cette question, en fait, ça va forcément bloquer. Et je pense que c'est une réflexion sur les problèmes qu'on a, et pas que les solutions qui sont intéressantes. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à un moment aussi, c'est que d'accepter de prendre la mesure
du trouble dans lequel tout le monde se trouve est aujourd'hui pour faire face justement à ces questions climatiques et à ces questions d'inéquité qui sont tellement fortes et extrêmes, et de perte de la biodiversité qui dépasse tout le monde, en fait, à toutes les échelles. Et cette idée de prendre au sérieux le fait que voilà, il y a un problème qui nous dépasse, et faire prendre conscience à tous ceux aux bonnes volontés, parce qu'évidemment, ça va s'appuyer toujours sur des bonnes volontés. Mais je trouve qu'en situation, je trouve que des fois, il y a un certain effet lorsque finalement les personnes concernées prennent conscience de la difficulté du problème. Et je trouve qu'en revenant à des échelles finalement, des communes, aux échelles, vous voyez, de territoires situés dont on va pouvoir percevoir directement, dont on va être engagé quelque part à l'échelle du problème qu'on rencontre, dans certains cas, ça peut aboutir. Parce que si on reste trop dans la généralité, on arrive après à des divisions, à des individualismes, voilà, et des divisions politiciennes qui sont pas dans cette chose commune politique au sens d'un en commun, d'un problème commun, et on cherche ensemble la solution la plus appropriée. Mais c'est clair que c'est le nouveau chantier énorme, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des méthodes aussi pour arriver à engager les bonnes volontés, et essayer de rassembler pour soutenir, parce que c'est pour moi le mot-clé. Vous voyez, cette idée du soutenir, parce que dans la notion de développement durable, qui reste quand même le contrat planétaire, hein, aujourd'hui, je constate, le New European Bauhaus, par exemple, qui travaille à l'échelle des territoires, des villes, parmi ces mots-clés, il y a beauté, il y a inclusivité et il y a sustainable, durable. Et donc, dans la notion de durée, on ne pourra pas durer, il va falloir soutenir. Et donc, il faudra avoir des soutiens parmi ceux qui sont concernés. On ne peut pas en rester aux bonnes solutions qui s'appliquent pour tous de la même façon, parce que ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Parce que là, on est héritier de beaucoup de pistes qui n'ont pas abouti. Donc, je trouve quelque chose de très modeste de se dire qu'on retravaille en situation avec toutes les parties prenantes qu'on peut essayer de faire travailler ensemble et les bonnes volontés. Et il n'empêche que c'est à chaque fois ce qui marche dans ce cas-là, mais évidemment, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il y a souvent beaucoup de mauvaise volonté aussi. Bien, allez, une dernière question rapide, avec une réponse si possible rapide. D'accord, c'était trop long, désolée. Mais non, je suis vraiment frustrée de ne pas être avec vous. Je vous vois pas, je sens pas. Malheureuse. Non, on peut pas nous voir. Non, mais c'est pas grave, j'ai vu un peu, c'est pas grave, mais je vous sens pas, et donc j'en suis malheureuse, et en plus, j'ai pas su effacer sur mon écran. Il y a plein de gens hyper sympathiques. On est dans une salle. J'en doute pas. On est tout oui. Et si, regarde, voilà, on va te faire une petite image de la salle, spécialement. Je vous remercie. Voilà. Non, mais je suis très contente de réfléchir avec vous, et je vous remercie de me donner cette opportunité. Madame, vous vous présentez? Bonjour, Françoise Forget, architecte au CAU 17. Pour rebondir sur les deux précédentes questions, est-ce que vous ne pensez pas que l'échelle du quartier, qui était une échelle au XIXe siècle où le piéton pouvait vivre en autonomie, ne va pas redevenir justement une échelle praticable au niveau des villes, formant des mini-villages en fait dans la ville. Et deuxième alinéa à cela, est-ce que la puissance publique n'a pas un rôle de régulateur par rapport à la densification, en ce sens qu'elle devrait permettre de conserver des zones de respiration telles les parcs, les jardins, même des jardins privés au niveau de ces quartiers, qui permettraient aussi une échelle plus facile pour la participation. Oui, merci. C'est des deux questions très, très importantes qui sont dans les stratégies aujourd'hui. Cette question de l'échelle du quartier, ça a été vraiment, et je pense que
on est un certain nombre, je pense, dans cette assemblée, à constater qu'il y a une grande évolution sur la pensée autour du quartier. Parce que à l'échelle du quartier, on est à fond sur la question justement de la marchabilité, des proximités, enfin des questions qui intéressent beaucoup aujourd'hui. Et à une époque, je pense en particulier François Hacher, qui était donc qui a beaucoup travaillé sur la question urbaine. D'une certaine manière, le quartier apparaissait plus l'échelle du tout de la question urbaine. Vous voyez, elle apparaissait comme une échelle qui, avec les nouvelles technologies, justement, on avait la capacité d'être quelque part et puis de se connecter loin, ce qui est vrai. Mais par contre, pour faire la ville, et personnellement, sans ça dans l'urbanisme circulaire, je trouve que ça réintroduit aussi la question du quartier, la proximité du quartier. C'est-à-dire du fait, dans une journée, qui on peut voir, comment est-ce qu'on peut être aussi, comment on participe du même lieu sans y être enfermé. Mais je trouve qu'il y a un néo-quartier qui fait qu'on peut habiter un quartier et avoir envie d'habiter le quartier sans y être enfermé, parce qu'on peut aussi se connecter ailleurs énormément par les nouvelles technologies. Moi qui suis vraiment ignare dans les réseaux, vous voyez, j'arrive à me connecter maintenant grâce à l'aide de toute l'équipe de ça, mais aussi parce que quelque part, j'arrive quand même à faire les 2-3 petits gestes nécessaires. Et je pense que ça participe d'une éducation. Donc il y a un retour des quartiers, mais des quartiers d'un autre type, d'une certaine manière. Parce qu'on est capable d'habiter ici et ailleurs, et que c'est pas un enfermement. Et je pense qu'à Saintes, on a beaucoup parlé d'un quartier dont je me rappelle malheureusement pas le nom, qui avait été porté par Europon et qui a été réalisé par la ville, et qui est par un architecte qui s'appelle Babled. Et enfin, il y en avait plusieurs, mais où c'était vraiment l'échelle du quartier et où en fait, on repartait de ce que c'est qu'habiter quelque part avec des gens, et comment on hérite de quelque chose et comment on le transforme, mais sans le détruire. Mais voilà, enfin, vous voyez, partir de ce qui est là, tirer parti de ce qui est là, qui paraît être très présent dans tout le manifeste que j'ai lu. Donc pour le quartier, moi, j'en doute pas, et le village aussi. Moi, je constate que les étudiants, dans toutes les écoles, dans les jurys auxquels je suis, que ce soit dans les débuts ou en fin, et même dans pas mal de projets gagnants, la notion du village revient, mais c'est pareil, c'est un village d'un autre type. Ça peut être un village urbain, quelque part. C'est des villages, c'est au sens de trouver la bonne échelle pour pouvoir faire communauté, c'est-à-dire pouvoir partager vraiment des choses, même si on est relié au monde. Donc, je trouve que c'est vraiment très intéressant de constater ce retour de ces formes-là, qui sont finalement... qui sont millénaires. Moi, j'ai participé hier au jury là, de la Fondation Rougerie, qui porte sur la question de la mer, habiter les littoraux, habiter les autres planètes, enfin Mars, vous voyez, qui essaie de développer un autre imaginaire. Et cette question des formes en termes de village sont revenues beaucoup, notamment autour du rapport au littoral, etc. Bref, et puis alors sur la question de la densification, ça fait partie de ces sujets qui ont été, justement, c'est là où on voit à quel point on ne peut pas en rester simplement à des questions de normes. Et comme vous le soulignez, il faut qu'il y ait une dimension publique. Enfin, il y a quelque chose, on reparle aujourd'hui de l'importance de planification publique. On essaie en pointillé, mais parce qu'en fait, la densification, elle était apparue à une époque comme la solution. Et en fait, ça ne veut rien dire, la densification, si on ne la prend pas en situation. Je trouve qu'à Paris, par exemple, c'est une ville très, très dense. Il est clair que les citoyens, ils se battent pour ménager des respirations, comme vous le soulignez, des lieux où on va pouvoir avoir du végétal, des lieux où ça pourra rafraîchir des oasis de fraîcheur, traverser la grande chaleur, mais qui seront aussi des lieux de refuge pour ceux qui n'ont presque rien, qui ont très peu d'espace chez eux, et pour eux et leurs enfants. Et donc, c'est jamais la solution miracle. Je pense qu'on est dans des situations telles aujourd'hui que, en fait, il faut qu'on accepte qu'en situation, quelles sont les priorités et comment on va les décliner différemment en situation. Et l'autre jour, j'entendais précisément Simon Tessou, qui est un architecte qui travaille dans le Cantal, et qui expliquait à quel point, par exemple, dans certains lieux où il avait à travailler,
comment ils devaient réinterpréter effectivement les normes pour qu'elles soient appropriables et appropriées en situation. Et je trouve que c'est la grande, enfin, c'est, je pense, un peu la révolution aujourd'hui dans la façon de penser la question urbaine, avec toute cette question des cycles de vie, c'est le fait qu'on va travailler en situation et donc on a besoin de partager les normes peuvent être très utiles hein, sur certains plans, on a besoin de partager des règles du jeu, mais il faut aussi accepter des souplesses dans les choses, parce que quand on va mettre en évidence que la situation, quelque part, elle appelle une certaine souplesse. Et on ne peut pas l'appliquer de la même façon. Et la densité, c'est très net, suivant les situations. La densification, c'est très net. Donc, c'est vraiment, je pense, ces évolutions qui sont très importantes, de retrouver les bonnes échelles d'action et aussi d'accepter de pouvoir réinterpréter en in situ les choses de façon responsable et appropriée. Merci Chris, on va devoir en rester là pour les questions, mais si tu le souhaites, bien sûr, tu restes avec nous, connecté, et pour écouter Sylvain Grisot, à qui je vais passer la parole dans un instant. Il y aura aussi une petite séquence de questions après, donc si tu es disponible, tu peux rester avec nous. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup en tout cas pour Merci. ton intervention. Au revoir, merci beaucoup. Merci. Merci.